face aux difficultés. Célébrée ce 20 juin, l'édition 2026 de la Journée mondiale du réfugié marque le 75e anniversaire de la Convention de 1951 pour la protection des personnes déplacées. Fidèle à sa tradition d'accueil, le Sénégal abrite aujourd'hui plus de 19 000 réfugiés, principalement des Mauritaniens installés le long du fleuve et des communautés urbaines. Pour faire face aux risques sécuritaires liés à ces flux, le pays a modernisé son cadre juridique tout en renforçant son dispositif de surveillance des frontières. La justice constitutionnelle au cœur de la controverse, le Conseil constitutionnel a choisi de se déclarer incompétent sur le recours contre la réintégration de Ousmane Sonko comme député sans trancher le fond du dossier. Une décision qui relance le débat sur les limites de son pouvoir et son rôle dans l'équilibre des institutions. Une position vivement critiquée par l'ancien juge Ibrahima Amidou Dème qui voit un recul dans l'histoire de la justice constitutionnelle. L'attention gagne également le secteur de la santé après le report d'une rencontre avec le ministre de la fonction publique. La Fédération des syndicats de la santé annonce un nouveau bras de fer avec les autorités. Grève de 72 heures, boycott des activités de vaccination et rétention des informations sanitaires sont au programme. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans un instant. Le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience a présenté son rapport d'activité ainsi que son bilan social 2025 entre assistance aux populations vulnérables, gestion des situations d'urgence et consolidation. Voilà, j'y arrive, des partenariats. L'institution affiche des résultats importants tout en identifiant les défis à relever pour renforcer la lutte contre l'insécurité alimentaire. Chargé de prévenir et de gérer les risques liés à l'insécurité alimentaire, le commissariat à la sécurité alimentaire et à la résilience a présenté son rapport d'activité et son bilan social 2025. Au cours de l'année écoulée, 177 093 personnes ont bénéficié de son assistance alimentaire à travers différentes interventions menées sur l'ensemble du territoire. Nous avons parcouru l'ensemble du territoire sénégalais afin d'accomplir notre mission qui consiste à assurer la gestion des stocks de sécurité alimentaire, à coordonner les projets et programmes en matière de sécurité alimentaire ainsi qu'à prévenir les risques d'insécurité alimentaire. Le rapport met toutefois en évidence plusieurs défis qui limitent encore l'action du commissariat, notamment en matière de ressources et de capacité d'intervention face à l'ampleur des besoins. Des insuffisances ont été constatées, notamment sur le plan budgétaire. En effet, le budget estimé à 2 milliards de francs CFA demeure insuffisant au regard de l'ampleur des besoins des populations vulnérables. Cette contrainte limite la capacité d'intervention et l'efficacité des actions mises en œuvre pour répondre aux enjeux de la sécurité alimentaire. Afin d'accroître son efficacité et d'élargir son impact auprès des populations, le César a signé plusieurs conventions de partenariat avec la NST, le FONGIP et l'ADL. Des partenariats de cette nature illustrent notre volonté de renforcer nos alliances stratégiques au service d'une résilience durable avec les populations. Pour 2026, le César ambitionne de consolider ses acquis, de renforcer ses ambitions de prévention et de gestion des risques liés à l'insécurité. Célébrée ce 20 juin, l'édition 2026 de la Journée mondiale du réfugié marque le 75e anniversaire de la Convention de 1951 pour la protection des personnes déplacées. Fidèle à sa tradition d'accueil, le Sénégal abrite aujourd'hui plus de 19 000 réfugiés, principalement des Mauritaniens installés le long du fleuve et des communautés urbaines à Dakar. Face aux défis migratoires actuels, le pays a modernisé son cadre juridique avec l'adoption historique de la loi de 2022 sur le statut des réfugiés. Cet arsenal légal renforce également l'intégration et la protection des personnes vulnérables sur le sol sénégalais. Dans la sous-région, alors en tout cas en Afrique, il y en a plus de 40 millions. Et dans la sous-région, c'est un peu moins. Mais au Sénégal, nous avons 13 000 réfugiés qui ont été recensés. Et effectivement, la situation générale du Sahel est assez préoccupante. C'est un point qui a été traité aussi ce matin par
le système d'asile du Sénégal et nous allons travailler avec eux pour travailler à des scénarios qui pourraient avoir lieu pour être en mesure de recevoir les réfugiés. Voilà. Et si on parle de la protection, il y a aussi la protection au niveau de l'éducation, l'accès avec des documentations. Parce qu'avec les documents que nous, les réfugiés, nous disposons, c'est ça qui va nous aider vraiment à être mobiles ou bien à circuler librement. Donc nous invitons vraiment le gouvernement sénégalais à nous aider vraiment dans le processus de l'accélération de la mise en place de l'application d'une loi qui nous permettra vraiment de mettre en application la loi de 2022 qui pourra aider vraiment les réfugiés parce que dans cette loi, il y a beaucoup d'avantages que les réfugiés peuvent avoir concernant l'accès à l'éducation, l'accès aux soins. Et face aux risques sécuritaires liés au flux migratoire, le Sénégal renforce le dispositif de contrôle et de gestion des frontières, selon le lieutenant-colonel Gora Diouf, qui préside la direction des réfugiés. L'arsenal national est pleinement opérationnel pour parer aux menaces éventuelles en provenance de la sous-région. Ce suivi rigoureux permet de concilier les impératifs de sécurité nationale et les obligations humanitaires du pays. Concernant la situation sécuritaire, comme je l'ai dit tantôt, donc le Sénégal est entouré d'un cercle de feu. Vous êtes sans savoir que les pays qui nous entourent, il y a une situation d'insécurité. Là, tout en continuant l'impératif sécuritaire et l'obligation de protéger, on reçoit les réfugiés en faisant un screening, en vérifiant leur identification avant de leur fournir la documentation nécessaire et leur permettre de s'installer au Sénégal avec la dignité qui s'y est. Car aujourd'hui, c'est la journée mondiale du réfugié et le thème, c'est jusqu'à ce que tout le monde soit protégé. Ce qui revient à ce que le Sénégal a l'obligation de protéger cette population conformément à ses engagements internationaux. Saisi du recours contre la réintégration de Ousmane Sonko comme député, le Conseil constitutionnel a choisi de se déclarer incompétente sans se prononcer sur l'institution a choisi de se déclarer incompétente sans se prononcer sur le fond du dossier. Pour l'ancien magistrat Ibrahima Amidou Dème, le Conseil s'éloigne de sa propre jurisprudence, notamment celle de février 2024, lorsqu'il avait affirmé sa capacité à intervenir face à une crise institutionnelle majeure. La décision était attendue et l'a surpris certains par sa forme. Le 17 juin, saisi d'un recours contre la réintégration d'Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel a choisi de ne pas trancher. L'institution s'est déclarée incompétente sans se prononcer sur le fond du litige. Une esquive selon le juge Amidou Dème, président du parti éthique. Dans une tribune publiée ce vendredi, l'ancien magistrat monte au créneau. Il rappelle que les requérants ne réclamaient pas seulement un contrôle électoral, ils invoquaient aussi le rôle du Conseil constitutionnel comme régulateur du fonctionnement des institutions. Un rôle que l'institution elle-même avait solennellement revendiqué le 15 février 2024 lors de la crise autour du report de la présidentielle. Pour Amidou Dème, c'est là que le bas blesse. En 2024, le Conseil avait affirmé devoir toujours être en mesure d'exercer son pouvoir régulateur pour préserver la stabilité des institutions. 2 ans plus tard, il referme cette porte. Le juge pointe également une contradiction dans le camp du pouvoir. Ousmane Sonko lui-même, dans son mémoire de réponse, a plaidé pour une interprétation restrictive des compétences du Conseil constitutionnel. Lui qui, dans l'opposition, dénonçait précisément ces déclarations d'incompétence. Pour Ibrahima Amidou Dème, l'enjeu dépasse la situation personnelle du chef du PASTEF. C'est l'avenir de la jurisprudence constitutionnelle sénégalaise qui est en cause. Et sur ce terrain, le Conseil, selon lui, vient de faire 2 pas en arrière. Et sur cette du Conseil constitutionnel, le regard se porte également sur l'analyse des observateurs. Le journaliste Cheikh Yérim Seck revient sur le choix de l'institution de se déclarer incompétente face au recours de l'opposition, mais aussi sur le fonctionnement des institutions. Il analyse également la sortie d'Ousmane Sonko sur la dette dite cachée qu'il interprète comme une démarche visant à apaiser le climat politique.
Concernant la décision du Conseil constitutionnel de se déclarer incompétent sur le recours introduit par l'opposition, Cheikh Yérim Seck revient en détail sur ce qu'il considère comme le véritable rôle du Conseil constitutionnel ainsi que sur le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Concernant les lois votées par les députés, le Conseil constitutionnel ne s'est pas immiscé dans les affaires de l'Assemblée nationale. Son rôle s'est limité à vérifier la conformité des textes adoptés avec la Constitution. En l'occurrence, il y a estimé que certaines dispositions n'étaient pas conformes au texte fondamental. La Constitution prévoit que le mandat du président de la République est de 5 ans et ne peut être prolongé au-delà de cette date prévue. À propos de l'interview de Ousmane Sonko sur France 24 et RFI concernant la dette dite cachée, Ousmane Sonko aurait adopté une nouvelle posture et s'inscrirait désormais dans une logique d'apaisement de l'espace politique, selon l'analyse de Cheikh Yérim Seck. Sur le climat politique actuel, Ousmane Sonko est aujourd'hui l'une des figures capables de contribuer à l'apaisement des tensions. C'est principalement sa voix qui est entendue dans le débat public, tandis que celle du président de la République apparaît plus discrète. Quel que soit le résultat, c'est l'Afrique qui aura battu l'Afrique. Une déclaration d'Ousmane Sonko que Cheikh Yérim Seck juge excessive. En affirmant que dans tous les cas, c'est l'Afrique qui gagne, la déclaration prend une autre dimension. En France, certains courants politiques d'extrême droite, portés notamment par Marine Le Pen et Éric Zemmour, développent des positions souvent critiquées pour leur hostilité à l'immigration et leur discours identitaire. Équipe de France. Au-delà des débats institutionnels et des divergences politiques, une question demeure: comment préserver la stabilité et renforcer la confiance entre les institutions et les citoyens dans un contexte marqué par de fortes attentes? Autre point de tension dans le débat public, la réintégration d'Ousmane Sonko et les réformes constitutionnelles annoncées continuent de diviser la classe politique. Dans l'émission C'est à débattre, l'opposition et le pouvoir se sont affrontés autour de la légalité de la démarche et du respect des engagements pris par le parti PASTEF. Les prolongations de la décision du Conseil constitutionnel sur la réintégration du désormais président de l'Assemblée nationale se sont invités sur le plateau de C'est à débattre. Malgré ce verdict, l'opposition campe sur sa position. Pour elle, cette réintégration reste impossible. Le Conseil a dit qu'il est incompétent parce que c'est un acte administratif. Donc aujourd'hui, pour moi, parce que ce recours-là, ça va au-delà de la personne de Ousmane Sonko. C'est par rapport à la bonne marche de nos institutions, c'est par rapport à la séparation des pouvoirs. Un argumentaire balayé d'un revers de la main par ce membre de PASTEF qui accuse l'opposition de vouloir, coûte que coûte, fragiliser le leader Ousmane Sonko. Les gens ne veulent pas aller avec lui sur le terrain des joutes électorales, mais ils veulent lui empêcher ou en tout cas lui ôter tous ses droits en passant par des subterfuges juridiques. Autre sujet au cœur des échanges, la proposition de loi constitutionnelle portée par les députés du parti PASTEF. Une initiative qui vise à rééquilibrer les pouvoirs institutionnels et à moderniser le système démocratique sénégalais. Une démarche perçue comme concurrente à celle annoncée par le président de la République, suscitant de vives réactions dans les rangs de l'opposition. L'élégance et le gentleman du Diouk aurait voulu que nous baillions le processus la continue. Donc maintenant, après, tu te demandes qu'est-ce qui explique pour tout ça pose problème. Mais j'ai l'habitude de dire que la majorité de l'égalité. Aliou Diouk, lui, défend bec et ongle PASTEF et présente ces réformes comme la concrétisation d'une promesse de campagne. Donc, ils sont des modifications qui étaient déjà consignées dans le projet, c'est-à-dire dans le programme du président, du candidat Bassirou Diomaye Faye. Donc ça, ce sont des engagements politiques et historiques de PASTEF. Donc, soyons clairs là-dessus. Modifications, que ça soit substantiel ou superficiel, c'était des engagements de PASTEF. La controverse autour de la dette cachée du Sénégal qui alimente le débat public depuis plusieurs jours s'est également invitée dans les discussions, restant au point de divergence entre les acteurs politiques. Débat économique également dans les discussions. Le coordonnateur de Goryubes, Ahmed Diallo, porte un regard critique sur la question du tandem Diomaye Sonko. Il estime que les résultats sont tout descendants et pointe notamment à l'augmentation du nombre des structures publiques ainsi que la progression de la masse salariale.
Ahmed Diallo dresse un bilan très critique des 2 premières années de gestion du président Bassirou Diomaye Faye et de l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko. L'ancien allié de la coalition au pouvoir déplore la situation des finances publiques. Il estime que les promesses de rupture et de transformation économique faites par le duo n'ont pas été tenues. Il met l'accent sur la réalité comptable des rapports trimestriels d'exécution budgétaire. Ahmed Diallo regrette la multiplication des organismes publics qui ont vu leur nombre passer de 163 à 186 entre fin 2024 et le premier trimestre 2026. Selon lui, cette situation a entraîné une contraction des ressources dont le budget global est passé de 2753 à 2362 milliards entre 2024 et 2025 sous l'effet du recul massif des finances des partenaires techniques et financiers. La crise est accentuée par la hausse de la masse salariale enregistrée dans ces structures. Elle est passée de 281 à 397 milliards en 2 ans. Le coordinateur national Dogor Hubes estime que ces chiffres contrastent avec la volonté de rationalisation affichée par les autorités qui avaient d'ailleurs promis la suppression de 19 entités. Aujourd'hui, 30% des dépenses publiques sont absorbées par une machine administrative dont le poids ne cesse de croître. Ahmed Diallo plaide pour une refondation de la République qui passe nécessairement par la réforme de l'administration centrale, devenue trop coûteuse. Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui qu'on devrait rencontrer le ministre de la fonction publique dans le cadre de la reprise des négociations. Nous, à notre grande surprise, nous avons été informés pas par une voie officielle, c'est par le biais d'un message WhatsApp reçu d'un membre du ministère de la fonction publique que nous avons été informés. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, nous avions déjà notre plan d'action qui doit démarrer le mercredi prochain, mercredi 24, avec 3 jours de grève, mercredi, jeudi et vendredi, la rétention d'informations continue, et le lundi 29 juin, jusqu'au lundi suivant, il y aura sur la totalité du pays une campagne de boycott des vaccinations. En tout cas, nous aurons espéré que l'État doit nous prendre au sérieux pour qu'on puisse trouver des solutions par rapport à la situation socio-sanitaire qui continue à s'aggraver. Nous mettons aussi en garde pour toutes les tentatives de contournement de la rétention d'informations, surtout dans la région de Diourbel. Nous avons constaté que les responsables de la pharmacie sont en train de mettre des pressions sur nos camarades par rapport à des activités. S'ils ont des financements qu'ils veulent justifier, ils n'ont qu'à chercher d'autres portes, d'autres créneaux, en tout cas, pour pouvoir les régler, mais qu'ils ne comptent pas sur nous. Et en tout cas, nous les mettons en garde, aussi bien au niveau des autorités administratives de la région de Diourbel qu'au niveau aussi des autorités sanitaires de la région de Diourbel. Nous sommes dans notre droit et nous faisons notre combat. Nous demandons à tous les camarades que le mot d'ordre reste maintenu et que le combat va continuer. Sur un autre front, les addictions prennent une nouvelle forme au Sénégal avec l'apparition de substances émergentes comme le kush et le détournement du tramadol, un phénomène qui touche particulièrement les jeunes et les femmes. Au CEPIAD, plus de 5000 patients sont aujourd'hui suivis, révélant l'ampleur de cette problématique de santé publique. À ce jour, nous avons plus de 5000 patients qui sont suivis au niveau du CEPIAD, qui ont ouvert un dossier. Je parle seulement du CEPIAD, je ne parle pas des autres unités qui ont été ouvertes dans les régions, etc. Le profil a beaucoup changé parce que quand on a ouvert le CEPIAD, c'était héroïne, c'était cocaïne. Hein. Maintenant, bon, on voit de moins en moins parce qu'avec le programme Méthadone, on a pu inclure beaucoup de patients qui ont arrêté l'héroïne. L'héroïne est devenue même, les gens ne l'utilisent même plus, pratiquement. Hein. Il y a une récupération. Maintenant, ce qui émerge, c'est peut-être la cocaïne, etc. Mais surtout le couche qui commence à augmenter, comme on dit, le tramadol, qui est de plus en plus, qui est un médicament, mais qui est détourné, de son, qui est sorti des officines et qui pose aussi beaucoup de problèmes. Parce que c'est un antalgique. Quand vous avez des maux de tête, etc., on vous donne le tramadol, voilà, il y a un effet, voilà, spectaculaire. Et vous avez tendance à le reprendre chaque fois et finalement vous finissez par devenir dépendant.
voilà, le profil a beaucoup changé. Avant, c'était des héroïnomans qui ont commencé leur consommation dans les années 80, qui ont maintenant 70 ans ou plus. On a des patients qui ont dépassé 70 ans. Maintenant, ce qu'on voit, c'est les jeunes qui arrivent, surtout les filles aussi. Hein. L'usage de drogue s'est beaucoup féminisé. Ça s'est rajeuni aussi, ça s'est féminisé, quoi. À l'international, la situation sanitaire reste sous haute surveillance au Niger. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans a revendiqué l'assaut mené jeudi à l'aube contre l'aéroport international Djori Amani de Niamey et une